En 1815, pour la deuxième fois de sa vie, Napoléon doit abdiquer suite à la défaite de Waterloo contre la coalition. La 7e contre laquelle a dû faire face la France sans roi, celle de trop. L'empereur abandonne sa couronne, espérant que l'ennemi épargnera la France, laissera son fils au pouvoir et que lui-même réussira à s'enfuir aux Amériques. Rien de tout cela n'arrivera. Les frontières françaises sont rognées, Louis XVIII couronné et Bonaparte rattrapé. Les Anglais enverront leur plus grand cauchemar loin d'eux, au milieu de l'Atlantique, perdu, espérant ne jamais le revoir. Voici l'histoire des dernières années du premier empereur des Français. Nous sommes au début du mois de mai 1821. Voilà 6 ans que Napoléon est en exil. Il est malade et s'apprête à mourir dans la ferme au mur ocre, située dans les hauteurs d'une île de l'Atlantique Sud qui lui sert de prison. La cour qui l'accompagnait à ses débuts s'est amenuie avec le temps, les droits de visite devenant difficiles d'obtention. Une grande partie rentrèrent, laissant chaque jour un peu plus seul celui à qui il n'est plus permis de porter le titre d'empereur. Seul, physiquement, il ne l'est pas vraiment. 3000 soldats anglais et une dizaine de navires protègent l'île et surveillent le général, seul titre reconnu par l'Angleterre. Au fil des années, la surveillance fut perpétuelle et souvent durcie, réduisant toujours plus les libertés de Napoléon. Cela s'accéléra avec l'arrivée du nouveau gouverneur, Hudson Law, en 1816. Celui-ci est hanté par l'évasion de l'île d'Elbe de Bonaparte. Il en viendra à se lever la nuit, chevaucher jusqu'à la ferme du plateau de Longwood pour vérifier la présence de son prisonnier. Le courrier est censuré, le périmètre de balade limité, et celles-ci sont toujours accompagnées de soldats. Hudson, alors pourtant lieutenant général, en vient parfois à assurer la surveillance lui-même. Napoléon, lui, prend part active les premières années à la rédaction de ses mémoires. Il est vital à ses yeux que ses pensées traversent l'histoire. Il épuise ses compagnons, le comte de Las Casas, Bertrand, Gourgaud et Montholon, travaillant avec eux parfois jusqu'à 16 heures d'affilée. Il insiste sur le Napoléon civil, le politicien et l'administrateur, celui qui a su embrasser la Révolution, la sortir de l'anarchie et lui donner un État moderne avec de nouvelles institutions, une centralisation administrative et un code civil. Napoléon n'oublie cependant pas de retracer ses campagnes comme il l'avait promis à ses soldats. Il ne peut s'empêcher de refaire la bataille de Waterloo, cette bataille incompréhensible, dit-il. Dès 1816, la santé du prisonnier entame son lent déclin. Napoléon ne sort que très peu, est en proie à de sévères toux, des maux de ventre et des vomissements. En 1818, le sort de Napoléon est scellé. Les souverains réunis au congrès d'Aix-la-Chapelle le condamnent à la captivité jusqu'à son décès. L'ancien empereur ne reverra donc jamais l'Europe. L'île de Sainte-Hélène sera sa tombe. La maladie progresse, mais le gouverneur Law a renvoyé le médecin de Bonaparte, car trop proche de lui. Napoléon n'a plus de suivi médical durant 15 mois. Les nouveaux médecins tenteront de mettre à l'exercice le prisonnier, mais après une période de réussite, la maladie devient trop forte. Napoléon n'écrit presque plus et reste enfermé. Il continue seulement de lire, activité qu'il maintiendra assidûment tout le long de son exil, tout comme Louis XVI au Temple. Au début du mois de mars 1821, l'empereur ne se sent bien que dans son lit. Il ne peut plus le quitter. Son estomac lui est extrêmement douloureux, atteint de ce qui est sans doute un cancer. Le 12 avril, il dicte son testament, et le 17, les conseille à son fils, où il lui demande de ne pas venger sa mort et lui recommande de se laisser porter par la liberté durant son règne. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. J'ai sauvé la Révolution qui périssait, je l'ai lavée de ses crimes, je l'ai montrée resplendissante de gloire, j'ai implanté en France et en Europe de nouvelles idées, elles ne sauraient rétrograder. Que mon fils fasse éclore tout ce que j'ai semé. Dans la nuit du 4 au 5 mai, vers 2h du matin, Napoléon se réveille fiévreux. Le marquis de Montholon croit entendre le malade souffler « France, tête, de l'armée, Joséphine ». Ce seront ses derniers mots. Le 5 mai 1821, à 17h49,
l'empereur s'éteint en expirant le plus puissant souffle de vie qui, jamais, n'anima l'argile humaine. Il avait 51 ans. Si l'homme meurt, c'est sa légende et son héritage qui vivent. Un mythe prométhéen naîtra de cet exil forcé. Le père d'une nation condamné par ses ennemis à vivre le reste de sa vie attaché à un rocher pour s'être voulu trop grand, pour s'être voulu surhomme. L'homme qui aimait tant le son des canons, on ne lui accordera que le bruit du fracas des vagues pour son grand départ. Napoléon est inhumé selon ses dernières volontés sur l'île, dans la vallée du Géranium. Ses mémoires, rédigées par Las Casas durant l'exil à Sainte-Hélène, dans Le Mémorial, seront le recueil définissant le bonapartisme et eurent un énorme succès lors de leur parution en 1823. Si elles ne purent, comme il l'espérait, aider son fils, elles servirent à un autre Bonaparte qui retrouva la tête de l'État français par référendum, Napoléon III. Ce mémorial de Sainte-Hélène participa à l'éternelle légende du petit caporal qui défia le monde.